Alors, quelle est la différence entre vitesse moyenne et vitesse instantanée? Nous avons parlé jusqu'à maintenant de la vitesse moyenne. Alors, prenons une graphique sur l'horizontale, on prend le temps. Sur la verticale, le déplacement, la position, ça c'est x. Et on va dessiner l'évolution d'une position par temps tel qu'il est là. La vitesse moyenne est maintenant le changement de position par changement du temps. Alors ça c'est, je prends ça comme temps d'origine, t0, et le lieu d'origine, x0, et ça serait la position 4. Alors je prendrai delta x, ici divisé par delta t, ça me donne la vitesse moyenne, alors ça c'est la pente entre les deux points. Je prends ce temps t3 ici, position x3 qui correspond à ça, à ce temps t3, on est à x3, et maintenant la pente ici, ça me donne la vitesse moyenne pour cette situation, et on a maintenant t2, la position en temps et en espace. Alors on est à t2, on est à x2, et ça nous donne la vitesse moyenne ici. Alors le changement de position, c'est la position xi moins la position à l'origine. Changement de temps, c'est le ti, le temps i moins le temps à 0, typiquement t0 et 0, ce qu'on utilise. Alors ça c'est la vitesse moyenne, je peux encore prendre t1 et x1, ça c'est la pente, ici me donne la vitesse moyenne pour entre x1 et x0, et vous voyez là la vitesse moyenne est beaucoup plus élevée, et là parce qu'on est de retour, la vitesse moyenne diminue. Alors c'est pas forcément la bonne façon de décrire le mouvement. Maintenant, si on continue à raccourcir le t1 et on fait des t de plus en plus petits, on arrive à quelque chose qui correspond à la tangente de cette courbe en temps t0. Alors pour delta x, delta t petit, ça devient la tangente à la trajectoire. Et la pente de cette tangente nous donne la vitesse pour les delta x et delta t très petits. Et ça c'est en effet la définition de la vitesse instantanée. Ça c'est la vitesse moyenne pour un intervalle de temps delta t infiniment court. Ou autrement dit, la vitesse est définie comme la limite de la vitesse moyenne pour delta t vers 0. Et ça on écrit par dx sur dt, la différenciation de la position par temps, ou bien la pente pour un delta t infiniment court. Ok, ça c'est la définition de la vitesse instantanée. Et maintenant, je vous introduis, parce qu'on a parlé maintenant de différencier de deux approximations linéaires d'une fonction qu'on doit savoir pour notre cours. On reprend cette fonction x de t. Alors j'ai x sur la verticale, t sur la horizontale. J'ai un delta x et un delta t. Et maintenant, si je raccourcis le delta t vers 0, j'obtiens l'approximation dx sur dt qui me donne la pente. Alors delta x sur delta t va avec delta t qui va vers 0 être égal à dx sur dt. Alors autrement dit, delta x sur delta t est presque égal à la dérivée de x avec le temps t. Alors le petit d, si vous voulez, la façon que je vois les choses, ça c'est juste une façon de dire que le delta est infiniment petit. Ok, alors cette égalité est vraie pour des delta t petits. Vous auriez le sujet que je vais maintenant les prochaines minutes parler, vous auriez ça vers la fin de semestre, je crois, dans le sujet d'analyse 1 des développements limités. Ok, alors juste pour un peu expliciter ça, ça c'est delta x, x0 c'est la position au début, x de t c'est la position à temps t, et t moins t0 ça c'est le delta t, et ça on dit ça c'est la dérivée de la position avec temps au temps t0. Je vais utiliser x0 égale à x au temps 0 et t0, ça c'est 0. Et avec ces approximations, on a x de t moins x au temps 0 est égal à t fois la dérivée
de x avec temps à temps 0. Ok, maintenant on va juste faire un peu d'algèbre. On met le x de 0 ici. Et ça nous donne la fonction x de t est égale au temps fois, ou t fois la dérivée de la fonction à 0 fois la valeur de la fonction à temps 0. Et ça, ça vient des développements limités, ce que vous aurez en analyse. OK. D'accord. La seule chose qu'il faut savoir, il y a les deux formules que je vais vous donner. J'ai juste vous donné un développement pour vous donner une idée de d'où ça vient. Mais du point de vue développement mathématique, vous auriez ça en analyse. Mais juste que vous voyez que ces approximations qu'on va utiliser viennent de cette égalité-là. OK, maintenant on substitue pour x, on substitue n'importe quelle fonction f. Et à la place de l'argument temps t, on va utiliser x. Alors, on a une fonction f de x, comme toutes les fonctions s'appellent au gymnase. Alors, on a les deux approximations qu'on peut prendre. Sinus x vaut égal à x si x est petit. Alors, dérivée de sinus x par x à 0, ça c'est 1, c'est cosinus. D'accord? Sinus x de 0, sinus de 0 est 0, alors vous avez x ici, alors vous avez sinus x égale à x. Et le deuxième, c'est un polynôme, 1 plus kx à la puissance bêta, ça c'est approximé, l'approximation est 1 plus k fois bêta fois x. Si x est petit. Et vous allez voir dans les séries d'exercices demain, c'est quand même étonnant jusqu'à quel angle sinus x est égal à x. C'est quand même étonnant que c'est pas seulement pour des x très petits. Mais ça, c'est en généralité pour les maths. Pour n'importe quelle fonction ici. Et là, ça c'est plutôt valable. Alors, sinus x égale x, ça on va utiliser très souvent dans le cours et ça on va aussi utiliser. Et pour toutes les autres fonctions, c'est pas très important pour l'instant. OK, maintenant, comment décrit-on le mouvement si la vitesse change avec le temps? Alors, nous avons une trajectoire ici, ça c'est de nouveau la position, ça c'est le temps. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce qu'on peut s'imaginer une graphique, quelque chose comme ça? Alors, supposons ici, ça c'est la vitesse de la métro en direction de Renault. Ça marche déjà, hein, le M1? OK. Pas de bus. Formidable. Alors, le M1 vers Renault, ou bien l'air dans la trachée qui descend quand j'aspire. Il y a l'air qui descend. Là, en haut, il n'y a pas de changement de position par temps, alors la vitesse est nulle. Ça, c'est l'arrêt à Renault, échange des personnes. L'air dans le poumon, quand j'ai aspiré, échange d'oxygène et CO2. Et puis, il y a le retour, le M1 revient vers l'EPFL et l'UNIL, et l'air sort de mon poumon. C'est comme ça qu'on peut comprendre une graphique comme ça. La vitesse moyenne, ça c'est défini un peu similaire, comme l'accélération moyenne est définie un peu comme la vitesse moyenne, mais on utilise ça très peu en physique, mais plutôt on utilise l'accélération instantanée, mais la définition est la même, c'est l'accélération moyenne pour delta t très petit, alors dv sur dt, delta v sur delta t, pour delta t vers 0, ça c'est la dérivée de la vitesse avec le temps, ça c'est l'accélération instantanée. C'est vraiment ça ce qu'on utilise typiquement. OK, maintenant, une accélération en termes de physique, c'est la définition de changement de vitesse par temps. N'importe quel est le changement de vitesse. Alors, si vous avez un mouvement rectiligne qui mène un objet à l'arrêt, supposons que l'objet a une vitesse comme moi, et maintenant je m'arrête, j'ai subi une accélération dont le signe de l'accélération est opposé à la vitesse. Alors, prenons l'exemple de la voiture qui roule avec 15 mètres par seconde et qui subit une accélération de moins 2 mètres par seconde carré. Ça, c'est une voiture qui freine. Alors, si on continue comme ça, on va s'arrêter, mais c'est toujours une accélération, même si c'est négatif. On a l'habitude de parler d'une accélération si ça augmente. En termes de physique,
c'est toujours une accélération si la vitesse change. On pourrait bien reformuler ce problème et dire la vitesse est moins 15 mètres par seconde et l'accélération sera plus 2 mètres par seconde carré. C'est la relation avec la vitesse que ça change. Alors, en physique, il n'y a pas de décélération en termes d'utilisation du mot. Il n'y a que d'accélération. Oui, vous imaginez que je vais parler avec la police et leur dire « Ah oui, j'ai oublié d'accélérer devant le feu de circulation. » Ils ne vont pas comprendre de quoi je parle. OK, maintenant, comment décrire le mouvement en ligne droite? Ça, c'est le mouvement rectiligne avec accélération constante. Et supposons qu'on fait ça maintenant avec un objet qui tombe. Et la question est, quelle est l'évolution de la position par temps? Et là, on peut utiliser une analyse dimensionnelle ou bien utiliser une analyse des unités. Ça, je vais expliciter. Alors, supposons que la position de mon objet qui tombe dépend de sa masse. C'est raisonnable. Les feuilles des arbres ne tombent pas si vite. Ça dépend de l'accélération. S'il n'y a pas d'accélération, ça ne va pas tomber. Si je reste à hauteur. Et ça dépend du temps. Le plus de temps, le plus bas mon objet il est. C'est raisonnable, non? On peut aussi dire que ça dépend de la masse. Peut-être que ça dépend de la masse carrée. On ne sait pas quelle loi. Est-ce que ça dépend de l'accélération? Racine de l'accélération. En principe, on peut supposer que ça dépend de cette façon. Quelle est la dépendance de temps? On ne sait pas. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va analyser les unités. Alors, à gauche, les positions. Alors, j'ai mètre. À droite, j'ai kilogramme à la puissance alpha. J'ai mètre par seconde carré à la puissance bêta. Ça, c'est l'accélération. En termes des unités, et j'ai seconde à la puissance gamma. Gamma, alpha et bêta, ça peut être des nombres réels quelconques. Mais maintenant, je ne peux pas avoir des pommes à droite et des oranges à gauche, ou des kiwis à gauche et des avocados à droite. Alors, ça doit avoir les deux côtés les mêmes unités, et il en sort que alpha est 0. Il n'y a pas de masse à gauche, alors mon mouvement, du point de vue des unités, sous cette forme algébrique, ne peut pas dépendre de la masse. Et il s'ensuit, du point de vue distance, longueur, il y a seulement le mètre ici une fois, bêta est égal à 1. Alors, j'ai pas de masse, j'ai mètre ici une fois, alors j'ai 1 sur seconde carré, et ça me donne le gamma égale à 2. Et avec ça, vous verrez l'expression à droite vous donne mètre, comme l'expression à gauche. Alors, la prédiction est que le déplacement d'un objet sous accélération constante ou sous accélération varie quadratiquement avec le temps. Alors, j'ai ici une bille qui est enclenchée ici. Je vais la déclencher. Il y a un capteur optique ici à cette position qui est à 10 cm, comme vous l'avez sur écran, à 40 cm et en bas à 1 mètre 60 cm. Et je vais mesurer le temps de passage, d'abord pour les 10 cm. Alors, ça fait 140 millisecondes. OK, vous écrivez ça vous-même, 140 millisecondes. Je ne sais pas pourquoi ça fait comme ça. Probablement calibration. On doit le faire pour l'ordinateur. Alors, retenons ça. 0, 1, 4. Deux chiffres significatifs. Je remets la bille. Je mets le capteur sur 40 cm. La prédiction, 128. 2 fois plus de temps parce que c'est quadratique. La distance est 4 fois plus longue,
Alors, on a une loi que ça devrait prendre le temps est quadratique. La distance est 4 fois plus longue, 40 cm à la place de 10 cm. Alors, on devait arriver à 0,28, 0,25. OK, je vais regarder ici. Ça marche. 0,28, c'est 2 fois plus le temps. Pour la distance 4 fois plus longue, 40 cm, 2 fois plus de temps. Ça marche assez bien. Et maintenant, je vais prendre 1,60 m là-bas. « 0,57. J'aurais dû avoir quoi? J'aurais dû avoir 0,56. J'ai 0,57. Bon, alors est-ce qu'on fait confiance aux lois de physique ou pas? Quelle est la différence de la théorie? Bon, c'est pas quelque chose qu'on a parlé. Il y a l'air qu'on doit déplacer, il y a un certain frottement de l'air, vous avez raison. Alors, pour cette distance, maintenant, on va voir une certaine influence du frottement. Mais en théorie, c'est suffisamment proche pour moi, ça suffit de montrer que notre analyse de dimension donne le propre résultat et ça augmente avec le temps carré. Vous voulez que j'ose encore une fois? Non, je vais laisser ça pour le résultat. On va revoir ça quand même la semaine prochaine. OK, la distance parcourue augmente avec le temps carré. Alors, pour 0,1, 0,4, c'est 2 fois plus le temps. Pour 1,6 m, c'est 4 fois le temps pour 10 cm. Et ça, c'est la loi quadratique de déplacement. Maintenant, qu'en est-il de l'équation horaire du MRUA? Nous savons maintenant que l'accélération, la distance est proportionnelle au temps carré et à l'accélération. Alors, on peut mettre maintenant x de t est égal à x0. Ça, c'est la position à temps 0, x0. Ça, c'est la constante. v0t, si vous avez une vitesse initiale qui est non nulle, et on peut dire c'est accélération fois temps carré fois une certaine constante. Et maintenant, quelle est cette constante? Bon, je me rends compte que vous connaissez les MRUA, mais ici, c'est juste de montrer quelques principes de dérivation qui nous permettent de vérifier certaines équations, ce qu'on va faire de plus en plus ce cours. Alors, la vitesse, c'est la dérivée de la position. On va faire juste la dérivée de ça. Et l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse ou la deuxième dérivée de la position. Alors, j'ai 2c à 0. Ça, c'est la deuxième dérivée de cette expression. Ça, c'est l'accélération. C'est une accélération constante. Et on voit rapidement que c'est vaut 1,5. Alors, ça, c'est l'équation qu'on connaît bien. A0t carré sur 2 fois v0t plus x0. Et pour la vitesse, en fonction du temps, cette équation s'ensuit automatiquement en mettant le c dans cette expression qu'on a trouvée ici. OK. Faisons un petit quiz, résoudre un petit problème. Nous avons le jet d'eau et la question est, vous avez les données du jet d'eau, tout le monde connaît le jet d'eau, je suppose. Et maintenant, la question est, quelle est la vitesse de l'eau qui sort depuis la pompe? Discutez avec vos voisins, c'est mieux si vous n'êtes pas d'accord, vous essayez de convaincre l'autre et après on regarde la solution.
100 km par heure, 200 km par heure, 250 km par heure. Autre résultat. Non, le reste, pas d'opinion. Pas d'estimation. OK, sont des... bien, beaucoup moins que ça. OK, alors, le résultat, la bonne réponse, c'est B. Maintenant, je vais faire la démarche de ce problème du point de vue de la démarche, d'une bonne démarche qui nous permet d'analyser pratiquement tous les problèmes de physique. Alors d'abord, on a le jet d'eau, on doit comprendre l'énoncé, ce n'est pas forcément une photo qu'on a à disposition. Deuxièmement, on doit décider un choix de référentiel. Alors ici, c'est X vers le haut. Oh, ce n'est pas toujours Y vers le haut et X vers la droite. Ça, c'est le référentiel, c'est la liberté mathématique avec laquelle vous pouvez décrire votre système. C'est arbitraire. On peut le choisir comme on veut. Alors ça, on a ici X vers le haut. C'est juste une variable. Vous pouvez nommer ça Y si vous voulez, ou Charlie. Hein, il faut juste rester cohérent et après vous appelez vos coordonnées toujours Charlie en fonction du temps. Alors, quelles sont les contraintes et données du problème? Vous pouvez regarder les données du problème comme les contraintes de la situation. Contrainte, c'est numéro 1, la hauteur du sommet est X de grand T égale à H. Temps est le temps pour y arriver, pour une goutte d'eau de monter de la base jusqu'en haut. Grand T, on ne le connaît pas pour l'instant. Troisièmement, contrainte qui est implicite dans le problème, c'est que la vitesse verticale au sommet est 0. Okay, l'eau monte. Au plus haut niveau, là, ils ont une vitesse verticale qui est 0 et ça redescend. Ce n'est pas donné explicitement dans le problème, mais c'est une contrainte qui est implicitement dans le problème. Ça, il faut réaliser pour résoudre le problème. Alors, on a ces trois contraintes du problème. Commençons avec la vitesse, la dernière. La vitesse pour arriver au sommet, au temps t pour y arriver, est 0. Elle est aussi donnée par V0 moins GT. Et faire attention, ici on utilise pour les symboles algébriques les normes des grandeurs. Comme ça, je vois immédiatement que la vitesse et l'accélération ont des signes différents. Une est négative et l'autre est positive. D'accord. Je peux aussi choisir X vers le bas. Dans ce cas, V0 sera négatif et G sera positif. On a cette liberté. Et maintenant, on peut calculer le temps. Je laisse ça en expression algébrique. Le temps est donné par la vitesse à la base divisé par G. La hauteur H est X de ce temps grand T. Ça, c'est V0T moins GT carré sur 2. Alors, ce que je n'ai pas dit, ici, implicitement, j'ai mis 0 ici à la base du jet d'eau. Vous avez tout à fait la liberté d'utiliser quelque chose d'autre, mais ça semble assez logique. J'ai même oublié de dire qu'il faut choisir le référentiel comme ça, mais dans cette solution, c'est comme ça. Alors, on fait la substitution du temps grand T dans cette expression, et on arrive à la hauteur est égale à V0 carré sur 2G. Ça me donne V0 carré égale à 2GH. C'est juste une reformulation ici. On met les valeurs dedans, ça c'est un calcul assez simple. On arrive à 2800 mètres carrés sur seconde carré. Alors, on prend la racine. OK, 2800, ça c'est un peu plus que 50. 52, ça me semble raisonnable. 52 mètres par seconde.
convertir ça en kilomètres par heure parce que ça, c'était le résultat demandé, multiplié par 3,6 et on arrive à 190 km par heure. Alors, à Genève, si vous voyez le jet d'eau, l'eau en bas, ça sort avec une vitesse de 190 km par heure. Et ce qui était intéressant, ça prend entre 5 et 6 secondes pour l'eau de sortir en bas jusqu'au sommet du jet d'eau. Et ça veut dire 12 secondes pour revenir dans le lac. OK, alors, le choix du référentiel, on a déjà un peu parlé de ça. On a encore plus de liberté que seulement choisir dans quelle direction est X et Y et le temps, etc. Et la question est, qu'est-ce qui définit le mouvement? Alors prenons, vous êtes assis dans le train, vous avez le conducteur ici qui contrôle les billets, les tickets. Alors, assis de vous, il y a une femme ou quelqu'un, cette personne ne bouge pas, et ce type-là qui contrôle les billets, il a une vitesse VP par rapport à vue, ça on voit dans le train. Maintenant, vu de l'extérieur, il observe une vitesse de la personne ici qui est égale à VT, et VT dans ce cas, ça c'est la vitesse du train. Et la vitesse du conducteur dans le train de la personne qui marche ici, ça c'est égal à la vitesse du train et la vitesse de cette personne relative par la personne assise dans le train. Alors maintenant, ça dépend quel référentiel on choisit. Dans le train, vous voyez la personne bouger peut-être avec 1 mètre par seconde. À l'extérieur, on la voit bouger avec une vitesse de 31 mètres par seconde. Alors c'est le choix du référentiel qui fait la différence. Et ça, c'est la différence, l'importance du référentiel que la position et la vitesse et l'accélération, ils sont mesurés par rapport à un référentiel. Une vitesse égale à 0, ça ne veut rien dire si on ne connaît pas le référentiel. Alors, x, y sont les coordonnées du perron, x' et y' sont les coordonnées du train, et le train se met dans ce référentiel du perron avec une vitesse vt, v-train. Je dois maintenant introduire un terme, ça c'est le terme de référentiel d'inertie. Ça c'est un référentiel qui bouge à vitesse constante. Le train, s'il roule à vitesse constante, le référentiel du train, c'est un référentiel d'inertie. Le perron, pour ce que nous utilisons aujourd'hui, c'est aussi un référentiel d'inertie. Ou bien, l'autre terme que vous avez peut-être déjà entendu, c'est le référentiel galiléen. Ce qui est important, c'est que pour toutes les lois de physique, ça c'est un postulat de la relativité restreinte de Einstein de 1905, que toutes les lois de physique sont valables dans un référentiel d'inertie. Ou bien, autrement dit, ça c'est une autre façon de dire que c'est impossible de distinguer si on est dans un référentiel qui se déplace ou si on est dans un référentiel qui ne bouge pas. Et peut-être vous avez déjà, quand vous étiez à la gare, vous étiez dans un train, vous avez l'impression que vous êtes en train de partir, mais c'était le train à côté. Vous avez vu ça? Ça, c'est une manifestation de ce postulat de Einstein. Si vous êtes à vitesse constante, il n'y a pas un référentiel. Dans les deux référentiels, les lois de physique sont les mêmes. Et comme notre perception du monde est basée sur des lois physiques, c'est difficile à le distinguer. Ça, c'est un exemple que j'ai trouvé. Alors, c'est un train qui entre dans le gare et un autre train est dans le gare.
OK, vous l'avez vu, on est entré, on ne voit pas quand le train s'arrête, l'accélération est tellement faible, c'est comme quand vous êtes dans le gare. Des fois, on se dit, oh, pourquoi on part déjà? Mais c'est l'autre train qui part. C'est un peu la même chose ici. OK, un dernier quiz pour aujourd'hui. Alors, supposons que vous êtes sur l'autoroute, devant vous, vous avez une voiture qui roule à 110 km par heure, par seconde, ça serait bien, hein? Et la voiture devant vous, vous avez une distance de 25 mètres entre vous et la voiture, et vous accélérez à 120 km par heure en 3 secondes. Et la question est, combien de temps vous faut-il pour que vous êtes 25 mètres avant la voiture devant vous? Est-ce que c'est 21 secondes et 700 mètres, 23 secondes et 900 mètres, ou bien 18 secondes et 600 mètres? Le mouvement qu'on observe, vous commencez à A, ça c'est la voiture devant vous, vous êtes dans cette voiture, vous dépassez, et quand vous êtes à position B, vous êtes 25 mètres devant l'autre voiture. Et la deuxième question que j'aimerais vous réfléchissiez, est-ce que si on a une accélération beaucoup plus forte, beaucoup plus puissante, est-ce qu'on est capable de diminuer la distance que ça vous prend, la distance entre A et B, et le temps par plus que 10% comparé à les données ici? Essayez d'estimer ça, le résultat, et après on va faire la solution ensemble. OK. On était calme, hein? C'était trop difficile ou bien 3 heures de physique en la suite, c'est trop? OK, l'exemple, il n'est pas facile d'estimer en 2 minutes. Ça, c'est clair. De trouver la bonne réponse. Mais on peut estimer la réponse. Je vais vous montrer avec la solution comment on peut déjà avoir une estimation. Quelle sera une estimation qu'on pourrait faire? On pourrait utiliser le référentiel de la voiture devant vous qui ne bouge pas pour estimer quel est le temps que ça prend pour faire la manœuvre. D'abord, il faut savoir quel est le temps pour qu'on ait 25 mètres derrière et 25 mètres en avant.
de cette voiture, alors on peut estimer ça avec la vitesse relative. Alors c'est une réflexion pas si simple. Alors pour la réponse, la distance, pour le temps, il y a un choix de référentiel. On peut faire ça dans le référentiel de l'autoroute ou le référentiel de votre voiture qui n'est pas le bon référentiel parce qu'on a une accélération, ou bien dans le référentiel de la voiture devant vous. Alors prenons ce référentiel de la voiture devant vous. La voiture ne bouge pas dans ce référentiel. Alors ça c'est vous, la voiture ne bouge pas. Et dans cette description, on est juste 25 mètres derrière la voiture et après on est 25 mètres devant la voiture. Alors on a juste fait un déplacement de 50 mètres. Quelles sont les contraintes du problème? On a une distance à parcourir, c'est 50 mètres, on est de 25 mètres derrière, 25 mètres avant, et là, il faut aussi tenir compte d'une certaine dimension de la voiture devant vous. J'ai estimé ça à 4 mètres. Tenir compte de la voiture, de la dimension de la voiture. L'autre contrainte, c'est qu'on augmente la vitesse en 3 secondes à 10 km par heure, c'est-à-dire 2,8 mètres par seconde, et on a supposé que ce soit à accélération constante. Alors, maintenant, ce sont les contraintes du problème. Pendant l'accélération AV', on s'approche par delta L'. On va s'approcher, comme si un mouvement à accélération constante, delta L' c'est donné par l'accélération fois le temps carré sur 2. La vitesse V' est donnée par l'accélération fois le temps d'accélération. Ce temps est 3 secondes, ça on connaît. Alors, on s'approche pendant ces 3 secondes par 4 mètres à la voiture devant vous. L'accélération, c'est juste pour montrer que c'est une accélération raisonnable. On a une vitesse relative de 2,8 mètres par seconde par rapport à la voiture vert. Là, la vitesse relative après. Alors, on va passer une distance de L' moins delta L'. Ça, c'est la distance totale moins cette distance qu'on s'est approché de 50 mètres. Alors, ça nous donne un temps de passage après qu'on s'est accéléré de 18 secondes. On doit y rajouter les 3 secondes d'accélération. Alors, on est à 21 secondes. Maintenant, la distance pour passer sur l'autoroute. Là, il faut se remettre dans le référentiel de l'autoroute pour calculer la distance propre. On commence à A. La voiture, la jaune, va se déplacer pour une distance de L mètres sur l'autoroute et on est à B, 25 mètres devant cette voiture à cet instant. La voiture devant vous s'est déplacée par 640 mètres. Il faut ajouter les 54 mètres, alors on arrive à 700 mètres pour la solution. Ça, c'est les 54 mètres ici et les 640 ici. Alors, si on néglige le temps d'accélération, on accélère à 120 km par heure en 0 secondes. Ça nous prend 19 secondes et la distance parcourue serait 640 mètres. Si vous prenez 6 secondes pour l'accélération, je vous donne juste le résultat ici. Le temps total est 22 secondes et vous vous déplacez par 730 mètres. Alors, quelle conclusion? Oui, elle n'est pas immobile. Oui, vous avez eu dans la première partie, je me suis mis dans le référentiel dans lequel la voiture devant vous ne bouge pas. J'ai le choix, c'est un choix mathématique. Et après, je reviens dans le référentiel de l'autoroute. Dans ce référentiel, la voiture bouge. Parce qu'à la fin, la question était pour le manœuvre sur l'autoroute, combien de mètres vous avez déplacé. OK, pour finir le cours d'aujourd'hui, clairement, comment je dis? Ça vaut pas la peine d'acheter une Ferrari si vous êtes en Suisse et vous souhaitez respecter les lois suisses.
Bon appétit et à demain.